un plaisir de participer dans le podcast Fly with Mel qui m'a tellement aidé, qui m'a inspiré, parce que tu partages pas que l'aventure en Australie, mais aussi du développement personnel et des interviews avec des intervenants super intéressants. Donc merci beaucoup, c'est un honneur, franchement, je te le dis. Merci à toi, très ça sincèrement. me touche beaucoup, j'ai pas les mots. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je pense que tu le sais toi aussi dans la création, t'es dans la création vidéo et tu partages tes vidéos. Moi je suis dans la création de podcasts. Et je pense que parfois c'est très compliqué parce que tu sais, t'as des moments où t'adores et t'as plein de bons retours, t'as des moments où tu sais plus trop où te placer, t'as des moments où tu te compares aux autres et tu te compares et du coup ton message tombe à point nommé et merci beaucoup, ça me touche énormément. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous, salut Jamal. Salut Mel. Ou je devrais dire peut-être Ixou, je sais pas. Comme tu veux. Je t'appelle comme par ton nom Instagram Ixou. Hop là, petit placement de compte Instagram. IGZOOW. Voilà, pour être sûr. Alors Jamal, avant qu'on commence le podcast, j'ai le sourire aux lèvres et je pense que ça s'entend. On s'est rencontrés à travers mon podcast, c'est bien ça ? C'est bien ça, j'ai commencé à écouter ton podcast il y a maintenant 1 an, quand j'ai commencé à réfléchir à partir en Australie avec mon ami Saliou. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Spotify parce que ça me permet d'écouter, de me renseigner sur des choses tout en travaillant. Et en tapant sur la barre de recherche Australie, PVT, etc., je suis tombé directement sur ton podcast et je t'ai écouté pendant plusieurs mois. Franchement, ça me touche beaucoup. Ça me fait très bizarre aussi parce que je me souviens que du coup, après, tu m'as contacté sur Instagram, on a commencé à échanger. Et quand t'es arrivé en Australie et qu'on s'est vu, la première chose que tu m'as dit, c'est « Waouh, ça fait bizarre de t'entendre parler en vrai et de te voir. » Parce que du coup, t'entendais ma voix tout le temps via le podcast. Exactement. Je t'ai toujours écouté via Spotify. Et là, le fait de te voir dans la vraie vie, de t'entendre dans la vraie vie, et c'est comme si je te connaissais aussi parce que tu te livres beaucoup, tu partages des expériences quand même assez riches, assez profondes. Et là, le fait de te rencontrer, ça m'a fait vraiment tout drôle. Trop énorme. Je suis trop contente, super touchée en tout cas. Merci d'avoir soutenu le podcast jusque-là. Et du coup, aujourd'hui, ton rêve se réalise. Tu es enfin sur le podcast. Enfin, ça va être une expérience géniale. Premier podcast pour moi. Donc, je vais essayer de partager le maximum de choses avec toi. Exactement. Merci à toi. Et alors, j'ai une sorte de petite habitude que je fais sur le podcast quand je reçois des gens. C'est que c'est une sorte de brise-glace, j'appelle ça, ou icebreaker en anglais, maintenant que tu parles anglais en Australie. C'est que j'aime bien demander aux gens que je reçois qui me donnent 3 choses qui les définissent. Comme ça, les auditeurs peuvent un petit peu plus s'identifier à toi et savoir un petit peu qui tu es. Donc, est-ce que tu peux me dire 3 choses qui te définissent ? Alors, premier mot, ce serait rêve. Je me définis comme un grand rêveur. J'ai toujours été un grand rêveur depuis tout petit. J'ai été baigné là-dedans via en fait, le football. J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Et j'ai toujours rêvé de plusieurs choses à la fois au cours de ma vie, sans forcément me reposer entre guillemets sur mes lauriers. Donc toujours chercher quelque chose. Donc rêveur, détermination aussi. Je suis quelqu'un de très déterminé au quotidien, qui va chercher ce qu'il a envie d'avoir. Et 3e mot, ce serait empathie. Parce que je suis quelqu'un quand même qui a une certaine sensibilité, qui arrive à détecter, entre guillemets, identifier les émotions des gens. Et c'est quelque chose de très important pour moi, pour bien me comporter avec les personnes, ne pas les blesser, etc. J'adore. Super, ça te définit très bien. Je pense que c'est ce que j'avais aussi imaginé un petit peu de toi. Du coup, pourquoi tu fais pas du foot ? T'es pas sur... Écoute, pourquoi ? Où est le rêve ça s'est pas très bien passé. Non, disons que ça fait partie de ma vie de mes 4 ans à mes 18 ans. Ok. J'en ai fait énormément, plus que n'importe quel autre sport. C'était vraiment un sport quotidien et avec un niveau en compétition, etc. Donc ça m'a forgé, ça m'a permis de me développer personnellement, physiquement, etc. Donc j'en ai beaucoup appris. Super. Écoute,
Aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir sur le podcast parce que ça fait combien de mois que tu es en Australie? 2 mois? Ça va faire 3 mois maintenant. 3 mois déjà. Donc ça fait 3 mois que tu es en Australie, que tu as quitté un petit peu ta zone de confort, etc. Et j'avais envie qu'on en parle au micro, notamment pour les gens qui, comme toi, pensent partir voyager, que ce soit en Australie ou ailleurs, pour un PVT, pour un VIE, pour une expérience à l'étranger. Tu as quel âge, Jamal? J'ai 26 ans. 26 ans. Et du coup, c'est un petit peu l'âge, moi aussi, je suis partie à 25 ans de la maison. C'est un petit peu l'âge où parfois on se pose la question de partir et avoir envie d'ailleurs. Pourquoi l'Australie? Pourquoi l'Australie? L'Australie, pour moi, c'est un pays avec une culture assez intéressante dans le sens où j'ai essayé d'étudier un peu comment les personnes en Australie se comportent. J'ai vu qu'il y avait une certaine vibe positive, le no worries, toutes ces choses-là qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, il y a les paysages qui m'intéressent énormément en Australie, qui sont très variés. La météo aussi. Auparavant, j'étais en Suisse et en France avec des saisons, hiver, très froid, etc. Donc, je suis aussi allé chercher ce soleil-là. La proximité avec la mer et aussi par rapport à mon milieu professionnel. Okay. L'Australie, c'est un pays où il y a des opportunités en finance, dans les énergies. Donc toutes ces choses-là couplées ont fait que l'Australie, pour moi, réunissait toutes ces conditions à la fois. Et tu avais toujours envie de partir de là où tu étais? Parce que tu parlais de la Suisse et de la France, on va en reparler dans 2 minutes, mais est-ce que ça a toujours été une envie en toi de partir de là, de chez toi, entre guillemets? Alors pas du tout. Okay. Initialement, je ne pouvais pas m'imaginer loin de mes parents, loin de mes familles. Je suis très famille et je me souviens d'un brunch avec un ami il y a 1 an où je lui disais: pour moi, il est impossible de m'éloigner de mes parents plus que la distance géographique entre Paris et la Suisse. Okay. Et en très peu de temps, les choses ont changé. J'ai vraiment voulu partir loin, avoir cette certaine expérience-là, parce que je ressentais l'énergie et l'envie de vivre cette expérience et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais tu penses que c'est venu d'un coup, ou il y a un truc qui a changé, ou il y a peut-être l'envie, enfin, est-ce que c'est en voyant d'autres gens le faire que ça t'a donné envie, ou c'est juste d'un coup que ça s'est... C'est plusieurs choses à la fois, je pense. C'est, comme tu l'as dit, d'autres personnes qui l'ont fait, mais aussi un certain développement qui m'a permis de relativiser les choses, de me dire que être loin de la famille pour un temps, c'est pas si mal que ça. Et à un moment donné, j'ai pris le risque. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Et je ne veux pas avancer dans le futur avec des regrets. Il vaut mieux souvent prendre le risque, mener des actions et y arriver. Trop bien. T'es vachement ambitieux à 26 ans, c'est comme ce que tu disais dans le début, la persévérance. C'est top, c'est bravo. Je me reconnais dans ce que tu dis parce que moi, à 25 ans, j'étais pareil que toi. Je suis très famille, et toujours, encore aujourd'hui. Mais j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que je pourrais vivre à l'autre bout de la planète. J'étais pareil que toi. J'étais tétanisée à l'idée de partir trop loin. Je suis très famille, c'est-à-dire que moi, tous les dimanches, j'étais en famille, très proche de mes parents, très proche de mon frère, tout le monde. Et pourtant, quand j'ai décidé de partir en Australie, j'ai été tirée par des copains qui m'ont dit on y va, allez, on va tester. Je me suis dit ok, je fais que 6 mois. Et en fait, tu t'y fais déjà. Et je pense que si tu arrives à te trouver personnellement et que tu arrives à être encore plus heureux que ce que tu étais avant, bah, du coup, tu arrives à trouver une espèce de balance et tu remets un petit peu en question ta vie d'avant et tu te dis bah, en fait, peut-être que ça en vaut la chandelle d'être loin. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des sacrifices. Mais il y a d'autres choses aussi derrière qui arrivent et que tu n'aurais pas forcément si tu restais dans ta zone de confort. Et on va en parler aujourd'hui. Mais donc du coup, ouais, je me retrouve complètement dans ce que tu dis et je pense que ça peut peut-être toucher les gens qui nous écoutent. Si vous aussi, vous êtes super famille, ne vous bloquez pas forcément. Si vous êtes appelé, entre guillemets, si vous ressentez l'énergie d'aller faire quelque chose ou l'envie d'ailleurs, parfois ça vaut la peine de le tester. Et peut-être que ça va durer que 2 mois, 3 mois ou peut-être même moins. Mais au moins, vous l'aurez essayé et comme tu dis, vous n'aurez pas de regrets après plus tard. Exactement, l'objectif c'est aussi de mener une vie qu'on ne regrette pas, avec des sorties de zone de confort et des expériences inoubliables, c'est forger des souvenirs enrichissants. Et je me remémore maintenant, il y a 1 an, le 27 octobre 2022, on regardait un match de Ligue des Champions avec Saliou, on était au téléphone et on se disait mais où est-ce qu'on va partir? Il faut qu'on parte quelque part. Et c'est là où le brainstorming il a commencé. Et en 30 minutes, on s'est dit, mais pourquoi pas l'Australie finalement? C'est loin, c'est risqué. Quand on dit risque, c'est lié forcément à la distance.
Mais l'Australie, c'était un pays directement qui est sorti du lot pour toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées. Et c'est de là où tout est parti. Et depuis ce 27 octobre-là, l'Australie n'a plus quitté notre tête. Waouh. Et c'est là où on a commencé à écouter tes podcasts. Ah, j'adore. Donc Salut, c'est ton ami, c'est ça qui est aussi en Australie, en PVT. On le salue, salut. Dédicace à toi. Petite dédicace à Salut. J'adore. Et en fait, j'ai plein de questions à te poser. J'ai déjà la première qui me vient en tête. T'as 26 ans et j'ai l'impression que t'es quand même très éveillé, t'es très conscient du monde qui t'entoure et des choses qui te plaisent, etc. T'as toujours été comme ça ou tu penses qu'il y a eu des expériences dans ta vie qui ont fait que t'as pu mûrir aussi autant ? Oui, forcément, il y a eu beaucoup d'expériences qui m'ont, entre guillemets, permis de me découvrir, qui m'ont permis d'identifier des axes d'amélioration. Par exemple, mon ouverture d'esprit. Au départ, il y a, disons, 5 ans, je n'étais pas aussi ouvert. Aujourd'hui, je sais qu'on a quelque chose à apprendre de chaque personne. Et ça, c'est vrai. Mais il y a peu de temps, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais très renfermé, froid, pas du tout ouvert aux inconnus. Pour moi, les inconnus, c'était des gens dont je n'avais pas besoin de t'intéresser. De m'intéresser, exactement. Mais maintenant, c'est totalement différent. Je suis totalement ouvert et j'ai énormément de choses à apprendre au quotidien de plein de gens. Et voilà, toutes ces expériences-là, elles sont super, super riches. Mais comment ça se fait que t'as changé ? Parce que, alors déjà, j'arrive pas du tout à t'imaginer pas ouvert, c'est assez incroyable. Parce que t'as quand même le smile tout le temps et t'es vachement, tu vois, t'es facile à aborder, etc. Mais qu'est-ce qui a changé du coup ? Comment ça se fait que tu t'es dit un jour, je vais m'ouvrir aux autres ? En m'auto-évaluant. Ok. En me disant que finalement, je ne connais pas grand-chose des autres, de la vie. Et à un moment donné, il faut accepter ces choses-là, il faut accepter d'aller vers les gens. Et par ce processus-là, tu découvres que chaque personne a eu ses propres expériences, parle telle langue, a vécu tel échec. Et quand tu les superposes au tien, tu t'identifies de nouvelles façons de faire. Et oui, un développement qui peut être différent. Et c'est tout un processus qui prend des années. Mais oui, auparavant, je n'étais pas du tout ouvert. Et aujourd'hui, en Australie, encore plus, je rencontre tellement de personnes. C'est incroyable. Là, je peux te dire qu'en 3 mois, j'ai rencontré des centaines de personnes. Waouh. Facilement. De partout dans le monde. De partout dans le monde, qui parlent énormément de langues différentes. J'ai jamais autant parlé espagnol qu'en Australie. J'ai jamais autant parlé vietnamien, japonais qu'en Australie. Tu parles japonais et vietnamien ? J'ai quelques notions. Ok. Et en rencontrant des Vietnamiens, en rencontrant des Japonais, forcément, on s'échange quelques mots et t'apprends comme ça. Et l'Australie, c'est vraiment un pays super cosmopolite. Et ça, j'adore. C'est vrai. C'est fou. Ok, alors on va revenir à l'Australie dans quelques instants, mais juste avant, je veux qu'on revienne à ta vie d'avant. Très bien. Donc tu me parlais de la Suisse et de la France. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que tu as fait ? Du coup, t'habitais en France, c'est ça ? T'es né en France ? Oui, alors je suis né à Paris, j'ai grandi en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Quelle adresse ? Quel numéro ? Parfois les gens, tu sais, on sait jamais où s'arrête la limite. Qu'est-ce que ça donne comme information ? Ok, donc Paris, ouais. Voilà, donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études aussi en Seine-et-Marne et mon école de commerce à Nantes. Okay. Première fois où je quitte le foyer. Et en étant dans une famille où tout le monde reste collé, tout le monde reste très proche du domicile familial, parce que les liens familiaux doivent être gardés physiquement et mentalement. Donc je suis un peu le seul à avoir quitté le foyer. Et après ça, j'ai travaillé à Paris et ensuite à Zurich en Suisse. Ok. Quand tu as quitté le foyer pour la première fois, comment ça s'est passé pour toi ? C'était dur mentalement. La première fois où je m'éloigne de mes parents. Donc forcément, il y a eu quelques moments durs, mais on va dire que j'étais dans un contexte d'école de commerce, où tu rencontres plein de gens, où ta vie est très active, très dynamique, donc ça facilite les choses. Mais voilà, c'était ma première expérience, entre guillemets, loin de ma famille, qui s'est franchement très bien passée. Et après cette expérience-là, je me suis dit pourquoi pas partir à l'étranger sans être trop loin. Je voulais pas trop prendre de risques professionnellement. La Suisse, c'est attractif,
C'est un pays où les paysages sont aussi magnifiques. Donc au niveau vidéo, niveau créativité, j'ai pu énormément m'épanouir aussi. Et j'ai l'impression aujourd'hui que cette étape en Suisse m'a servi d'étape intermédiaire, de tremplin, trampoline vers le large. Le grand large. Le grand large. L'autre côté de la planète. Voilà, l'autre côté de la planète, l'Australie. Donc il y a quand même un énorme saut entre les deux. Oui, très très grand, ouais. Mais j'ai l'impression que psychologiquement, on s'y retrouve. Ok. Mais du coup, en Suisse, ça se passait bien pour toi ? Ça se passait super bien. J'avais un cadre de vie exceptionnel. Du coup, je me demande pourquoi tu as voulu partir, tu vois ? Parce que du coup, tu as fait un pas de Nantes ou de Paris à la Suisse, et après, tu as encore voulu repartir. Qu'est-ce qui s'est... Pourquoi ? Alors ça, c'est une question que ma famille m'a posée, mes collègues aussi, vu que j'ai dû partir de mon travail. Mes amis proches m'ont posé. Et je leur dis toujours, écoutez, je suis parti chercher quelque chose de différent, pas de mieux. C'est vrai que les gens ont l'habitude d'avoir ce réflexe d'identifier une certaine progression dans tes changements de vie. Qu'est-ce que tu vas chercher de mieux ? Là, je suis parti chercher quelque chose de différent parce que ma vie en Suisse, elle était superbe. Maintenant, j'avais vraiment l'énergie de rencontrer des gens différents, d'avoir une expérience différente dans un pays différent aussi, qui est l'Australie. Okay. Et c'est vrai qu'en Suisse, le cadre était exceptionnel. J'avais mon CDI, ma routine, le sport, mes petites randonnées le week-end dans les montagnes. Tout ce dont on peut rêver. T'avais tout le confort possible. J'avais tout le confort possible. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent en Australie ? Déjà, l'Australie, c'est un pays où on parle anglais. À Zurich, on parle suisse-allemand. Ok. Donc, par exemple, je me suis inscrit dans un club de foot à Zurich. Ouais. Tout le vestiaire parle suisse-allemand. Ok. Et le suisse-allemand est différent de l'allemand, c'est un dialecte avec des mots différents. Donc, tu as beau apprendre l'allemand, très bien parler allemand, tu vas pas vraiment t'y retrouver. Et déjà, la langue, c'était quand même un obstacle. Maintenant, ensuite, on a cette zone de confort-là. Et moi, je suis dans une étape de ma vie où je veux construire des expériences fortes, enrichissantes et des étapes en fait qui vont m'apprendre de nouvelles choses dans la vie. Et je veux profiter de ma vingtaine pour me développer dans ce sens-là. T'as eu un modèle ou quelqu'un qui t'a toujours, à qui tu t'es identifié, qui t'a donné envie de faire vraiment de sortir de ta zone de confort constamment, ou tu penses que ça vient juste de toi à l'intérieur et de tes expériences ? Un peu des deux, ouais. C'est vrai. Il y a par exemple un vidéaste que je suis beaucoup qui s'appelle Rory Kramer, qui est le photographe de Justin Bieber et d'autres grands artistes qui voyagent constamment. À travers ses vidéos, je m'y retrouve énormément. C'est lui qui m'a inspiré aussi, qui m'a aussi donné envie de commencer à créer. Ensuite, j'ai un très bon ami qui s'appelle Mohsin, qui a beaucoup travaillé à l'étranger, qui a travaillé à Hong Kong. Et en échangeant avec lui, j'ai pu relativiser sur la distance avec la famille. Okay. Et ensuite, il y a mon père, évidemment, qui, à travers de sa force mentale, m'a du coup permis d'aussi me construire une certaine force. Okay. Parce qu'il a quitté son foyer à 8 ans environ. Son domicile familial, il a grandi dans le sud du Maroc, dans les montagnes. Il a dû quitter sa famille pour travailler, très jeune. Et donc là, il me dit ah, tu pars en Australie ? Oh, ça va, on pourra s'appeler. Tu sais, moi, à ton âge, je revenais chez mes parents tous les 2-3 ans. Et au maximum, on s'envoyait des lettres. Wow. Et ma mère, quand elle voulait des nouvelles, elle demandait à des proches « Est-ce que tu as des nouvelles de mon fils ? Ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu. »« Ah, tu l'as croisé ? Ok, j'espère qu'il va bien. Wow. » Voilà ce qu'on avait dans les années 80. C'est fou. Donc, rien à voir. En comparant ça, finalement, tu relativises. C'est clair, c'est complètement clair. Et je trouve ça beau, les personnes que tu as nommées, parce que c'est vrai que souvent, on ne se rend pas toujours compte de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Et tu vois, je sais pas si, par exemple, ton père se rend compte de l'impact qu'il a eu sur toi, mais en tout cas, c'est magnifique, donc c'est super. Et puis ton ami aussi, Mohsin, et le vidéaste. Donc, ouais, c'est assez incroyable.
Et je pense que c'est bien parfois de regarder un petit peu comment les autres font pour trouver de l'inspiration. Parce qu'on a tendance à toujours regarder les autres pour se comparer, mais quand on regarde pour s'inspirer et pour essayer de reproduire quelque chose à notre propre manière, je trouve que c'est beau et c'est important de le souligner aussi. Oui, je pense que la combinaison des expériences des autres avec ta propre expérience, tu peux chercher une plus-value, une certaine synergie entre les deux et adapter. Oui, voilà, c'est ça, tu adaptes l'expérience d'autrui à ta propre expérience et c'est là où tu vas chercher. Tu vas chercher plus loin. Ouais. Ça fait 3 mois que tu es en Australie, du coup. Depuis 3 mois, c'est quoi ton expérience la plus marquante, on va dire ? Oula. Si t'en as une, je pense que c'est assez compliqué parce que je pense qu'on a des expériences marquantes tous les jours. Mon expérience la plus marquante, ça a été à Jervis Bay. Ok. On y est allé avec Saliou dans le sud de Sydney, donc on a des températures un peu plus fraîches qu'à Sydney, mais en tout cas, voilà, c'est une zone où il y a des plages magnifiques, où il y a un paysage juste incroyable, et c'est là où je me suis vraiment senti au bout du monde. Dans le sens où avoir un paysage aussi splendide et aussi vide, tu te retrouves avec toi-même et avec la nature. Donc on y est allé au lever du soleil, à 5h du matin, et là t'as tout qui redescend. Parce qu'en fait, depuis mon arrivée à Sydney et ce moment-là, ça a été le rush, avec des rencontres, un planning chargé, le boulot, un after work ici, telle rencontre ici, on n'en finit pas, même le week-end. Et en fait, cette routine-là, elle est incroyable. Mais à un moment donné, on sature, on a besoin de ces moments-là seuls pour respirer. Respirer, ouvrir les yeux, les fermer, se concentrer sur soi-même. Et là, ce moment-là, j'ai adoré. J'imagine, ça c'est fou. Mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense que moi, si je partage mon expérience personnelle par rapport à la tienne, depuis que je suis arrivée en Australie, moi je me lève à 5h du matin, enfin pas depuis. Après ma première année, j'ai commencé à faire cette routine où je me lève à 5h du matin pour aller voir le lever de soleil. Et c'est exactement ce que tu décris. C'est un moment où déjà c'est super calme, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qui est levé, pas toujours. T'as un moment en fait de paix avec toi-même où tu peux faire le vide, tu peux clarifier un petit peu ton esprit. Et juste ça, s'offrir ça en fait, que ce soit tous les matins, une fois par semaine, une fois par mois, s'offrir ça c'est un cadeau, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. Alors bien sûr, j'imagine pas se lever à 5h du mat à Paris et aller faire le lever de soleil, je sais pas, au Champ de Mars, j'en sais rien, je sais pas trop où on pourrait le voir. Mais c'est, en fait, l'habitude, elle est là dans le fait de se lever plus tôt que le reste du monde. Et même si c'est se lever plus tôt que le reste du monde et être chez soi, mais pas avec son téléphone, pas avec les écrans, pas avec la technologie, juste se lever plus tôt que le reste du monde et se donner le cadeau de ce moment pour soi, juste pour faire le vide, pour recharger ses batteries et pour se demander, ok, est-ce que ça va ? C'est quoi mes objectifs du jour ? C'est quoi mes objectifs de vie ? Et juste ça, je pense que c'est un cadeau incroyable qu'on ne se fait pas quand on ne sort pas de sa zone de confort, parce que comme tu peux le dire, parfois quand on est dans notre vie de tous les jours, on est juste dans le rush total et on pense pas, ou alors on se dit qu'on n'a pas le temps, ou qu'on est fatigué, etc., etc. Mais je pense que c'est un conseil que tout le monde pourrait appliquer, et même si vous essayez de le faire une seule fois dans la semaine qui arrive, juste essayez de le faire et juste regardez un petit peu comment ça va changer votre journée, en fait. Votre journée, elle est impactée par la façon dont vous vous réveillez et par les images que vous avez dès que vous levez. Donc évidemment, si vous vous levez avec les notifications de votre téléphone, Instagram, les mails, les ci, les ça, votre cerveau ne va pas fonctionner de la même manière que si vous lui donnez de l'espace total. Et parfois, ça amène de la créativité et ça amène beaucoup, beaucoup de choses. Donc ouais, complètement. J'adore ce que tu dis par rapport à Jervis Bay et je te souhaite beaucoup, beaucoup d'expériences encore assez marquantes comme celle-ci. On va essayer d'aller les chercher. Bah oui, mais en Australie, tu sais, et c'est comme ce que je t'avais dit au tout début quand je t'ai rencontré, c'est qu'en Australie, il n'y a jamais un jour qui se répète de la même manière. Et la plupart du temps, il vaut mieux pas faire de plan parce que tu as toujours des trucs spontanés qui arrivent ou des choses qui se passent, etc. Donc tu sais jamais vraiment où tu seras demain. Donc t'inquiète pas, je pense que c'est clair. Ton expérience, elle va être assez riche et je te le souhaite en tout cas. Merci. Est-ce que depuis 3 mois, tu as découvert un truc différent de toi ? Un truc différent de moi ? En termes de développement personnel, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose déjà de différent ? Tu me dis du coup que tu as recommencé à parler différentes langues et rencontrer encore plus de monde et t'ouvrir encore. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc déjà qui a évolué en toi ? Oui, clairement. C'est vrai que passer de la Suisse à l'Australie, c'est quand même des environnements qui sont très différents dans le sens où en Suisse, sur le côté
rencontres, tu rencontres beaucoup moins de personnes. Notamment à travers de la barrière de la langue. Donc passer d'un environnement où j'étais plutôt seul, où c'était parfois choisi, parfois non, à l'Australie, où tu rencontres énormément de personnes, c'est totalement différent. Tu vas plus t'ouvrir. Tu vas rencontrer des gens très différents, avec des langues très différentes. Et ici, le développement personnel, il se fait petit à petit. C'est vraiment un process. Et c'est aussi ce que je suis venu chercher. Et au travers de cette sortie de zone de confort, on voit que le développement, il se fait assez rapidement quand même. Et via ce choix-là de partir en Australie, j'ai l'impression que mes regrets, je les aurais pas. Et ça, c'était une grosse question. Est-ce que je vais regretter d'être parti en Australie ? Et finalement, il faut relativiser. Même si c'était un mauvais choix, c'est pas grave. On revient. Et c'est là l'importance du choix au niveau mental, parce que avant de partir en Australie, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? À quoi ça va me servir ? Et d'ailleurs, ça a déclenché une certaine peur avant de partir. C'est une certaine transition entre la pensée et la réalité. Il y a penser à aller en Australie et il y a le faire. Et plus le jour J se rapproche, et plus le départ devient réel, et tu le remarques autour de toi. La famille commence à te dire « Ah, c'est l'avant-dernière fois qu'on se voit. Ouais. C'est l'avant-dernier dîner. » Tu vois, il y a toujours certains comptes à rebours autour de toi. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut être fort, qu'il faut relativiser, qu'il faut être calme. Et j'ai eu un sentiment très étrange que je n'ai jamais eu auparavant, qui est de dire « J'ai peur de ne pas assez profiter avec ma famille et de regretter après. » Et en fait, c'est juste des pensées toxiques et des anticipations autoréalisatrices. T'anticipes de ne pas profiter et ça va créer en toi des comportements qui vont t'empêcher de profiter. Donc autant se débarrasser de ces suppositions toxiques et juste vivre. J'adore, complètement, 100%. C'est un truc que je pense que chacun vit au bout de sa vie, au cours de sa vie, c'est l'anxiété. Et quand on a beaucoup d'anxiété, c'est qu'on vit dans le futur. Donc comme tu dis, on anticipe des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas encore là, et on anticipe des trucs et on part dans des cas extrêmes dans notre tête qui fait qu'on ne peut pas vivre le moment présent et on ne peut pas profiter et kiffer. Je sais qu'en Australie, il y a énormément de gens qui sont venus, qui ont eu énormément de souffrance par rapport au fait qu'ils étaient loin de chez eux, loin de leur confort, loin de leur famille, et qui ont vécu en étant en Australie, toujours en pensant le futur. Ah mais attends, peut-être que s'il se passe quelque chose, et si quelqu'un a un problème dans ma famille, et si je suis pas là, et il y a quand même 24 heures de vol pour rentrer, et si, du coup ils sont rentrés, ils sont repartis. Aujourd'hui, ces gens-là regrettent d'être partis de l'Australie, parce que ils regrettent d'avoir mis en pause ou arrêté complètement leur aventure, parce qu'ils n'ont pas pu la terminer, et parce qu'ils se rendent bien compte que de toute façon, la vie, elle est propre à chacun. Ton destin, c'est le tien, et il ne t'appartient qu'à toi. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Ça fait 6 ans que je suis en Australie. J'ai la chance d'avoir des parents et une famille qui me soutient à fond, malgré le fait que ce soit super difficile. Je vais pas mentir, bien sûr. C'est compliqué. Maintenant, il y a un truc que moi, mes parents m'ont toujours dit. Ils m'ont dit, le rôle d'un parent, c'est de rendre leur enfant heureux. C'est de le voir fleurir, de le voir avoir du succès, de le voir heureux et vivre sa vie comme il l'entend. Et une fois que tu as fait ça, ça y est, le rôle d'un parent, il est fait, tu vois. Et mon père m'a toujours dit, le rôle d'un parent, c'est de guider l'enfant vers son destin et après de le laisser avoir son destin. Il m'a toujours dit, je peux pas te dire de faire ce que moi j'ai envie que tu fasses, parce que c'est pas ma vie, c'est la tienne. Ce que toi tu vas faire, tes erreurs et tes succès et tes trucs, c'est toi, c'est la tienne. Je peux pas te mettre en prison et te garder avec moi. Je pense que c'est très beau d'avoir du soutien, je pense que c'est important et je pense que tout le monde n'en a pas, mais c'est vrai au final. C'est que bien sûr que les sacrifices dans notre vie, ils seront toujours difficiles, que ce soit partir à l'étranger ou faire des choix différents de ce que nos parents aimeraient qu'on fasse. Ça se retrouve toujours. Mais à la fin du compte, c'est vous poser les bonnes questions à vous et vous demander ce que vous avez envie de faire de votre vie. Comment vous avez envie que votre vie, elle évolue. Comment vous avez envie que ça se passe. Et qu'est-ce que vous envisagez pour vous, pour votre futur, pour votre bonheur à vous. Parce que, comprenez bien une chose, c'est que si vous n'êtes pas heureux et rempli à l'intérieur, vous ne pouvez pas rendre les gens autour de vous heureux et remplis. Ça veut dire que si vous êtes triste et vous vivez chez vos parents parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire, parce que pour les autres c'est mieux et pour vos parents c'est mieux, etc., mais que vous à l'intérieur ça vous bouffe,
mais vous n'allez pas mettre de lumière autour de vous. Vous n'allez pas apporter du bonheur autour de vous vers vos parents. Il va y avoir des environnements toxiques ou peut-être de la colère constante, etc., etc. Alors que si vous vivez plus loin ou que vous vivez de ce que vous avez envie de faire, malgré le fait que ce soit contre l'envie de votre famille et de vos proches, au moins vous allez être tellement heureux et tellement rempli que ça va se ressentir sur votre environnement extérieur et les gens qui vous entourent vont pouvoir bénéficier de cette énergie-là. Et je pense que c'est important de le dire parce que quand on est dans sa vingtaine, ces questions-là, elles viennent énormément et c'est souvent le genre de décision que tu fais dans ta vingtaine qui peut impacter le reste de ta vie. Et pour ne pas avoir de regrets comme ce que tu disais. Donc merci d'avoir partagé. Totalement d'accord avec toi et ce que tu dis sur il faut déjà bien se sentir intérieurement pour ensuite pouvoir bien se sentir entouré. Je l'ai totalement vécu en Suisse parce que quand je suis arrivé en Suisse, j'étais pas très bien. Je cherchais aussi ce développement. Donc je me suis un peu isolé, je me suis concentré sur une bonne routine. J'ai au parallèle rencontré quelques personnes, etc. Et ça m'a énormément aidé parce que je me suis reconstruit un petit peu. J'ai refait un peu des bases saines autour de cette expérience. Et ensuite, quand j'ai revu ma famille, j'ai revu mes amis proches, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc ça je l'ai totalement vécu et je peux qu'approuver ce que tu viens de dire. J'adore. Et c'est ça, moi, en fait, là, maintenant que tu en parles, je réfléchis, je me dis que c'est pareil pour moi. Même, il y a des liens familiaux qui sont beaucoup plus forts pour moi aujourd'hui, alors que je suis loin, parce que les moments que tu vis en famille, quand tu reviens de temps en temps voir ta famille, ils sont encore plus précieux. Tout le monde fait l'effort que tout se passe bien. Les moments sont beaucoup plus jolis, sont beaucoup plus qualitatifs, etc. etc. Et je pense que c'est ça la vie finalement, c'est d'avoir des vrais moments de qualité avec les gens qui t'entourent et ta famille et les gens qui sont importants pour toi. Pas simplement, ok, je vais vivre sous le même toit et puis je vais scroller mon téléphone tous les jours et je vais pas du tout profiter des gens. Exactement. Donc c'est ça. Les liens s'intensifient, les rencontres aussi. Par exemple, quand je revois ma famille après 2-3 mois, mon père toujours il dit ah non, on va faire tel plat, et jamais il est revenu. Tout se passe bien, on veut pas perdre de temps. Donc c'est vrai qu'en se voyant beaucoup moins, en ayant moins cette routine, on profite beaucoup plus des moments. Je peux que valider. On valide. Tu m'as parlé de plusieurs peurs que tu avais eues et on va pas rentrer trop dans le détail dans ça parce que justement je veux parler du fait qu'on a fait pas mal de podcasts sur la chaîne Fly with Mel dans lesquels j'ai interviewé d'autres copains aussi qui sont venus en Australie, qui ont vécu ici, qui ont évoqué toutes leurs peurs, etc. Est-ce qu'il y a une peur que tu as eue, de laquelle tu te souviens aujourd'hui et que tu te dis mais pourquoi j'avais peur de ça quoi ? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, j'ai envie de te dire la peur des insectes et des animaux. Ah Tout le monde me parle de ça quand je dis aux gens venez me voir en Australie, on me dit juste ça, ok ? Non mais après ça fait juste 3 mois que je suis là et j'ai été majoritairement à Sydney. Je suis pas encore allé dans le bush, dans l'ouest australien, etc. Mais de ce que j'ai vu, j'ai croisé 2-3 araignées minuscules, des chauves-souris, mais rien de bien affolant. Et je me souviens, quand j'ai annoncé à des amis, à ma famille, à ma grande sœur par exemple, que j'allais partir en Australie, même en disant que je vais vivre à Sydney, il y a directement ce réflexe. Ah, tu vas vivre avec des énormes araignées ? Eh bien non, j'en ai pas croisé. Donc déjà sur ce point-là... Pas encore. Pas encore, mais franchement, c'est une énorme idée en France qu'on a de l'Australie. Beaucoup de personnes même mentionnent ça comme la raison primaire de ne pas aller en Australie. Donc franchement, jusqu'à maintenant, sur ce côté-là, ça se passe très bien. On va toucher du bois ou ta tête pour ça, ok. Exactement, mais mis à part ça, il y a forcément une énorme peur qui est la distance. Bon, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. J'arrive à échanger avec ma famille, même avec le gros décalage horaire qu'il y a. Je crois qu'on a plus... 8 heures ou 10 heures ? Entre 8 et 10, ouais. Ouais, entre 8 et 10, avec les décalages à l'heure d'hiver qu'il y a en Europe. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe très bien parce qu'on arrive à garder un contact quotidien avec la famille. Tant qu'on échange, on se dit comment ça se passe et qu'on est sur des bases saines, que la famille te souhaite le bonheur et vice-versa, tout se passe bien. Maintenant, à voir les défis futurs, comment ça va se passer sur le long terme, sur le moyen, long terme, à 6 mois ou plus. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Trop bien. On va garder ça comme ça.
au top. Et je sais qu'il y a un nouveau truc que tu fais depuis que tu es arrivé en Australie, c'est le Brazilian Jiu-Jitsu. Exactement. Donc, quelle ceinture? Noire déjà? Blanche. On commence. Exactement. C'est nouveau pour toi? C'est totalement nouveau. J'ai commencé ça il y a 2 mois. Ok. Donc, on va dire 20 jours après mon arrivée à Sydney, je me baladais dans les rues de Bondi, à l'est de Sydney. Et je vois un club de Brazilian Jiu-Jitsu. Je passe devant et il me dit, c'est intéressant ça. J'étais initialement un peu intéressé par les arts martiaux, mais je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, en rentrant chez moi, je me suis renseigné. Et là, tout de suite, je me suis dit, allez, let's go, je me lance, je vais pas me poser 50 000 questions, parce que forcément, il y a la peur. Je vais me confronter physiquement à des gens costauds, très forts, etc. Faut passer au-dessus de ça, et on va voir. On va voir le process, comment ça se passe. Et maintenant, ça fait partie intégrante de ma vie. J'en fais 5 fois par semaine. Waouh! Et c'est devenu une certaine routine, quoi. C'est presque une drogue d'ailleurs. C'est génial. Je me souviens à ma 2e session, Ouais. en sachant qu'au début, tu te fais martyriser, parce que clairement, il y a un gap énorme entre ceux qui viennent de débuter et ceux qui en font depuis 2 ans, même entre celui qui en fait depuis 6 mois, celui qui en fait depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a un énorme gap. Donc au début, c'est très dur. C'est la partie la plus compliquée. Et bien, à la 2e séance, il y a une ceinture bleue qui en fait depuis, je crois, 3-4 ans, qui me dit « Tu vis des moments durs, mais tu vas voir, tu vas devenir addict à ça. » Et je te jure, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est vrai que je vis des moments durs, mais je me vois pas du tout être addict à ça. Au maximum, je vais essayer de me forcer à venir, mais aujourd'hui, j'adore. Waouh, trop bien. Et du coup, tu veux vraiment évoluer, avoir plus de ceintures et être au maximum. C'est compliqué de répondre à ta question parce que forcément, il y a des changements dans la vie qui vont faire que peut-être que je vais quitter le jiu-jitsu, on ne sait jamais, je vais peut-être faire un autre sport. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de progresser, apprécier au maximum l'expérience de Journey. The Journey. Et, il est bilingue déjà. Et à terme, faire des compétitions. Ok. J'ai vraiment envie de performer dans ce sport. Et je me suis découvert aussi cette facette de moi. Je savais que j'étais, entre guillemets, un compétiteur via le football. Quand je dis compétiteur, ce n'est pas du tout de la frime ou quoi. C'est en fait quand tu reconnais un compétiteur quand tu fais quelque chose de nouveau et tu ne peux pas juste le faire par loisir, juste dans le côté récréatif. Tu as envie de chercher la performance, de donner ton maximum et de tester ton niveau avec d'autres sportifs. Du coup, ça t'a appris des choses sur toi. C'est ça aussi oui. l'idée de faire de découvrir une nouvelle habitude ou de faire une nouvelle expérience, ça t'apprend des choses sur toi. Ah oui, là si je t'explique précisément en quoi ça m'a appris des choses sur moi, si je t'explique, en gros, j'arrive dans une salle, je vais sur le tatami avec des gens très bons dans cette pratique-là et je vais me confronter physiquement à eux. Je ne me confronte jamais physiquement avec des gens. Les seules confrontations physiques que j'ai eues, c'était au football, en poussant, en taclant, etc. Mais à part ça, je n'ai pas eu cette confrontation. Et donc, quelqu'un qui a déjà fait du judo, qui va faire du jiu-jitsu, il va s'y retrouver facilement. Mais là, c'était tout nouveau. Et donc, tu vois quelqu'un qui met la pression de son corps sur toi, qui t'étrangle, qui essaie de t'exercer une soumission. C'est une énorme sortie de zone de confort. Et au début, c'était compliqué. Et d'ailleurs, j'ai écouté un podcast sur le jiu-jitsu d'une ceinture noire qui dit qu'il y a un effet très particulier après une séance. Beaucoup de gens disent qu'ils deviennent très émotionnels. Ils commencent à avoir les larmes aux yeux, ils ne savent pas pourquoi. Donc ils quittent la séance de jiu-jitsu et par exemple sur la route, en rentrant chez eux, ils commencent à avoir les larmes aux yeux, à s'apitoyer, à dire « ma vie », etc. Et en fait, c'est ce que tu vis au cours d'une séance. Tu vas tellement avoir des émotions, des ressentis extrêmes que ça va déclencher des choses en toi, dont ces émotions. Waouh! J'avais jamais entendu ça sur le jiu-jitsu, mais... Et ça m'est arrivé la semaine dernière. Je sortais de ma séance et je commence à être, tu vois, un peu ému et je sais pas pourquoi. Et en fait, je me suis remémoré de ce podcast. Je me suis dit,
Wow. En fait, il avait raison. Waouh. Et tu t'es rendu compte pourquoi t'étais ému après, ou vraiment tu sais pas, c'est juste que ça a évoqué des émotions en toi? Oui, en fait, ça évoque des émotions et c'était une séance très dure où, Ok. où j'ai fait un combat avec le maître. Et donc, il m'a montré des techniques incroyables. Et en fait, concrètement, tu te retrouves écrasé, étranglé, etc. Mais au fur et à mesure de tes séances, tu vois une énorme progression. C'est comme la vie en fait, c'est un peu une métaphore de la vie en général, c'est que dans la vie il t'arrive plein de choses, tu peux être confronté, donc c'est un peu comme si tu te confrontais à toi-même et à tes propres problèmes et maux de la vie, tu te prends des claques dans tous les sens, mais au final, au plus tu pratiques et au plus tu vas vers là où tu as envie d'aller malgré le fait que c'est difficile, tu vois la lumière petit à petit et c'est peut-être ça qui... Je le vois comme ça. Quand tu... Exactement. Et concrètement, le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial qui se pratique avec un gi, donc un kimono, sur un tatami. Donc il y a des traditions. Donc, quand tu arrives sur le mat, le tatami, il faut saluer, il faut toujours écouter le maître. Il y a une certaine cérémonie au début, il faut saluer le maître, le créateur du jiu-jitsu au début, saluer chaque participant au cours, etc. Et cet aspect-là, moi, il m'intéresse beaucoup parce que ça te fait ressortir en toi une certaine discipline, un respect de l'autre. Et surtout, quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est la maîtrise de l'ego. Ah. Ça, c'est ma plus grande découverte dans le jiu-jitsu. C'est-à-dire que tu vas être confronté à des personnes moins fortes que toi physiquement qui vont te maîtriser comme si tu étais un jouet. Et ça, c'est dur. C'est dur au début. Pourquoi tu t'es dit, parce que tu as une certaine vision de toi-même, un avis de toi-même qui t'interdit ce genre de choses au quotidien. Et pourtant, ça t'arrive. Et l'ego, en fait, ça peut être toxique, mais aussi bénéfique. Toxique parce que tu vas refuser que certaines choses se passent, mais il faut les accepter, parce qu'il y a des raisons concrètes à cela. Il a une meilleure technique, il en a fait pendant 2 ans, il a telle préparation physique que tu n'as pas. Donc accepte d'être maîtrisé au niveau de la lutte, et essaye de progresser. Maintenant, le côté bénéfique, c'est que l'ego, si tu n'as pas d'ego en fait, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas d'ego? Tu vas te laisser faire. Tu vas, dans les moments durs, tu vas accepter. Mais c'est là où il faut trouver un certain équilibre entre le côté toxique et, on va appeler ça positif. C'est que l'ego, il va te permettre de te reprendre, d'aller chercher tes limites. Et oui, et ça va créer une certaine stimulation mutuelle entre toi et ton partenaire d'entraînement, ton adversaire. Je trouve ça génial que tu sois confronté à ton ego dans ce genre de pratique. C'est important, et c'est important je pense au cours de sa vie d'apprivoiser son ego. Je dis pas qu'il faut le tuer, mais de l'apprivoiser et de pouvoir au moins mettre les choses de côté quand il faut et pouvoir apprécier la vie comme elle devrait être, et pas simplement avec son ego qui est tout le temps là sur le côté, qui peut nous empêcher aussi parfois de faire des choses, ou de parler à des gens, ou de considérer des personnes qui, on a l'impression qu'elles sont plus basses que nous dans la vie, ou plus hautes, tu vois. Ça, c'est l'ego qui parle, et c'est comme ce que tu dis par rapport au jiu-jitsu, quelqu'un qui est moins fort que toi, que tu considères moins fort, et finalement qui te maîtrise. Ben, c'est l'ego, et dans la vraie vie, c'est ce qui se passe aussi. T'as des gens, t'as pas envie de leur parler parce que tu penses que, j'en sais rien, ton ego dit que non, bah, c'est pas des gens comme moi, ils sont plus bas ou plus hauts, ou je peux pas atteindre, enfin bref. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début par rapport à l'ouverture d'esprit et au fait de voyager. Je sais pas si toi c'est ce que t'as ressenti, mais moi avec l'Australie, moi j'ai vécu à Paris pas mal de temps. Et à Paris, il y a bien qu'il y ait une diversité culturelle assez incroyable, il y a aussi beaucoup de racisme et beaucoup de gens qui font des différences culturelles, des différences de façon de religion, des différences de façon de classe sociale, etc. etc. Ce que moi j'ai jamais voulu comprendre, parce que j'ai jamais compris, entre guillemets, j'ai jamais voulu faire de différence entre les gens, venant d'une famille multiculturelle moi-même. C'est pas quelque chose qui me faisait du bien, j'aimais pas voir ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé unfair, tu vois, pas juste en fait, pas juste. Pourquoi on fait une différence entre les gens? Tout le monde devrait être considéré de la même manière. L'ego qui revient. En arrivant en Australie, je me suis rendu compte à quel point, en tout cas, les gens qui sont étrangers, on sait qu'on est tous dans le même bateau, donc on est tous super ouverts. Je sais que j'ai commencé à parler avec des gens et à me faire
à me lier de liens d'amitié très fortes avec des gens avec qui je pense que je n'aurais jamais parlé quand j'étais en France, parce que je sais pas, je pense que j'aurais pas traversé leur chemin, parce que mes groupes d'amis n'auraient pas, tu vois, été ouverts à ce genre de personnes, etc., etc. Est-ce que c'est ce que toi aussi, ça t'arrive depuis que tu es ici? Vraiment de te rendre compte que tu t'ouvres à des gens auxquels peut-être que tu ne serais jamais ouvert? Mais carrément. Carrément, parce qu'en venant en Australie, on se retrouve avec des personnes sur un même un dénominateur commun, qui est quitter son foyer, son pays natal, à la recherche d'expériences très différentes. Et finalement, tu te retrouves avec un Argentin qui était précédemment menuisier, une Irlandaise qui faisait tel métier, tel background. On est tous différents, mais on se retrouve avec le même mindset, le même objectif, le même mood aussi. Et c'est ces choses-là qui sont très puissantes, très fortes, qui nous relient. Et ça, je le ressens énormément via mes j'allais dire roommates, pardon, colocataires. On parle anglais et français sur le podcast. Voilà, c'est ça fonctionne, tout va ensemble. Via mes collègues aussi, de boulot. Et je trouve ça très, très enrichissant. Et encore une fois, c'est quelque chose que je suis venu chercher ici. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis juste là, c'est que tu as des gens qui faisaient un autre métier avant de venir en Australie. Aujourd'hui, ils doivent accepter d'en faire un autre parce qu'ici, par exemple, le diplôme n'est pas reconnu. Et en fait, juste ça, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Moi, je connais des gens qui étaient avocats dans leur pays natal, mais qui sont venus ici, qui ne peuvent pas exercer leur métier d'avocat parce qu'ils n'ont pas le même diplôme, que c'est pas reconnu, et qui sont serveurs dans un café. Serveur dans un café, c'est un super métier, c'est ok, tu vois, et tu gagnes bien ta vie, et c'est cool, et tu kiffes. Alors que si tu es en France, à Paris, et que tu dis, lui, il est serveur dans un café, où, tu vois, c'est tout de suite vu comme un mauvais métier, ou un métier, tu vois, alors que, pourquoi c'est un métier comme un autre. C'est un métier d'hospitalité, c'est un métier et n'importe quel métier, en fait, je pense. Exactement. En France, il y a un certain clivage entre les métiers manuels et les métiers plus du tertiaire qu'on n'a pas ici. Pourquoi ? J'imagine c'est pour des raisons, par exemple, financières, économiques, t'es payé à l'heure, ce que tu as dit ici, les statuts de visa. Ouais. Tu peux avoir, je sais pas moi, une ingénieure dans les énergies qui est serveuse. Et ça, c'est totalement possible ici. Et ce qui fait que... Et puis c'est un besoin aussi, je pense, ici. Ouais. Ils ont besoin de gens qui construisent, ils ont besoin de gens qui bossent dans l'hospitalité, ils ont besoin de... Et du coup, je pense qu'il y a un truc du coup qui rejoint ce que tu disais avant par rapport à l'ego. Quand tu viens en Australie ou dans n'importe quel pays, quand tu acceptes de quitter ton pays à toi pour aller dans un autre, je pense qu'il faut que tu mettes aussi ton ego de côté pour accepter qu'il va y avoir beaucoup de changements dans ta vie. Pas simplement le fait que ce soit un changement géographique, mais il y a aussi du changement dans, ok, j'ai fait des études de commerce, mais en fait, peut-être que je vais pas du tout faire des trucs dans le commerce et que je vais pas faire ce que je pensais faire. Totalement. Et que je vais apprendre un nouveau métier. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre un nouveau métier. Moi, j'ai des copains qui sont arrivés ici avec un diplôme en finance, qui ont bossé dans la finance pendant tout leur temps, qui ont fait de la construction. C'est cool. Tu apprends une nouvelle chose. Alors, peut-être que c'est pas un métier qui va t'épanouir comme ce que tu pensais faire quand tu faisais de la finance, par exemple. Mais dans tous les cas, tu vas t'épanouir si tu viens avec une ouverture d'esprit, vraiment complètement ouvert. Si tu viens ouvert, ta perception des choses sera complètement différente que si tu viens en disant mince, non, j'ai pas du tout envie de faire quelque chose qui est différent, j'ai pas envie de... moi j'ai un diplôme en tel, j'ai un master en ça, moi je suis bon en ça, alors je fais ça, tu vois. Si tu viens ouvert d'esprit et que tu pars de ton pays natal, c'est aussi pour t'ouvrir complètement à toutes les potentielles expériences que tu peux avoir. Et ça peut t'apprendre tellement sur toi, sur le monde qui t'entoure, sur les autres, et t'enrichir personnellement. Donc voilà. T'as tout dit, et sur ce point-là, venir en Australie, c'est accepter ce genre de sortie de zone de confort. Et en même temps, il faut les accepter. C'est en travaillant dans la construction, par exemple, que tu vas apprendre des tas de choses, des soft skills, mais hard skills aussi. Tu vas apprendre à te comporter avec un boss d'un nouveau secteur auquel t'as jamais été confronté, mais aussi apprendre des choses sur la construction. Bien sûr. Plus tard, si tu veux construire quelque chose, ou si tu as un appartement, il faut faire des travaux. Tu vois, c'est un exemple bête, mais qui s'applique à un tas de métiers. Bien sûr, mais complètement. Alors moi, si tu veux que je te donne l'anecdote, ma première année en Australie, alors moi, à la base, je bossais dans le marketing, agence de communication digitale, tout, ordinateur, office work, quoi, travail de bureau. Je suis arrivée ici et les premiers métiers que j'ai testés, parce que je me suis dit, moi j'ai besoin de me faire des sous, j'ai besoin de rencontrer du monde, j'ai besoin de parler anglais, je vais rester ouverte. Et puis c'était compliqué de trouver directement un métier dans mon domaine.
le tout premier job que j'ai essayé, c'était vendeuse de smoothies sur la plage. Donc à Bondi, il y avait un tout petit truc de smoothie, j'ai fait ça. Trop bien. J'ai été femme de ménage dans un hôtel de luxe dans la City. Mais, enfin, jamais j'aurais pensé faire ça. Mais encore une fois, c'est l'ego que tu mets de côté. Et je pense que moi, j'ai même pas réfléchi à mettre mon... En fait, je me suis juste dit, je suis là pour l'expérience. Je vais le tester, je vais le faire et puis on verra. Évidemment, quand j'ai commencé à raconter ça à des copines qui étaient en France, mais tout le monde était complètement sidéré. Tu vois. Pourquoi tu fais ça ? T'es partie de la France, t'es partie de ton job, pour faire femme de ménage. Et je dis, mais c'est que ça fait partie de l'expérience. J'ai aussi appris comment ça fonctionnait dans un hôtel de luxe. J'ai vu comment, tu vois, tu considères encore plus tous les métiers différents qui peuvent exister. Ton ego, tu le mets vraiment de côté et tu considères encore plus, du coup, les gens, l'humanité en elle-même, finalement, tu vois. Encore une fois, comme mentionné précédemment, les gens auront ce réflexe-là d'aller chercher l'amélioration dans un move. Mais pourquoi tu pars là-bas ? T'es partie en Australie pour être serveuse ? Comment ça se fait ? Il faut améliorer ta situation et non la downgrade. Mais non, c'est une expérience différente avec des situations différentes et c'est comme ça que tu t'enrichis. Et qui d'ailleurs améliore finalement ta situation personnelle puisque Exactement. tu t'enrichis de l'intérieur. J'ai envie qu'on parle, pour finir, de ta passion pour la vidéo, parce que je sais que du coup c'est ce que tu fais tu kiffes, je sais que c'est vraiment une vraie passion. C'est depuis quand ? Alors si on retourne à la genèse. Ok, on est presque à la fin du podcast, on part dans des mots dans tous les sens, mais d'accord, oui. Mon père a toujours tout filmé, nos souvenirs, nos vacances, nos week-ends, etc. avec son énorme caméscope. Ah, j'adore. Ah ouais, un gros caméscope Sony avec la cassette et tout. Et donc c'est à ça que j'ai touché la première fois. Pas trop, parce que ça coûtait une blinde. Donc tu peux y toucher, mais pas trop, s'il te plaît. Mais voilà, c'est parti de là au tout début. Et ensuite, on a commencé à filmer des voyages, etc., des vacances. Donc on a tous les souvenirs de notre enfance dans des cassettes. Donc ça, c'est incroyable. Et ensuite, quand j'ai commencé mes études en école de commerce, j'ai rejoint l'association audiovisuelle qui en gros s'occupe de filmer tous les événements sportifs, etc., mais aussi de proposer des services à des entreprises sur Nantes. Et en fait, au travers de cette expérience, j'ai pu me familiariser avec le matériel vidéo, mais aussi le logiciel de montage. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais très impliqué dans le cadrage, dans le fait de record les événements, mais pas tellement dans l'après, dans le montage, etc. Et donc je m'y connaissais presque pas du tout. Et c'est après, je crois en 2020, 2021, que j'ai commencé à regarder les vidéos de Rory Kramer que j'ai mentionné. Et j'ai commencé à me dire, mais let's go, je vais m'acheter ma petite GoPro. J'ai commencé avec ça. Et avec mon logiciel de montage, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Et donc j'ai commencé avec rien, pas de compétences, pas énormément, tu vois. Et des vidéos, franchement, quand je les regarde, voilà. On commence tous comme ça, tu vois. Oui. Mais il faut... Je veux vraiment pas que tu regardes les vidéos que je fais sur mon compte. Là, j'ai une pression tu vois, c'est ça, totale. Ça fait partie bien sûr. Attends, je mets mon ego de côté, oui. Voilà, on met notre ego de côté et on y va. Et en fait, à force de faire, à force de voyager, de faire des vidéos, etc., c'est là où tu vois la courbe, la learning curve, tu prends des compétences, tu progresses, etc., et t'apprécies encore plus. Et qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vidéo ? J'aime le fait d'immortaliser des moments importants dans ma vie, les re-regarder plusieurs années après, mais surtout partager des émotions. Donc j'essaye vraiment de créer des émotions au travers de mes vidéos. Et par exemple, quand j'étais en Suisse, j'ai fait des vidéos de mes randonnées, par exemple en essayant d'aller chercher un mood relaxant. Les montagnes suisses, elles sont calmes. Tu vas gravir une montagne, tu vas faire une randonnée, tu vas trouver le silence total. Et c'est ça que j'essaie de véhiculer. Même chose maintenant en Australie. On va faire des vidéos, on va essayer de partager en fait la vie australienne, les paysages australiens, comme on les a jamais vus. J'essaie d'aller chercher de l'authenticité au travers de la créa.
Du coup, tu fais beaucoup de vidéos ici en Australie. Tu as plusieurs objectifs. Du coup, tu dis vraiment montrer l'authenticité des paysages. Est-ce que tu as des objectifs aussi, autres, je sais pas, projets vidéo? Oui, j'aimerais bien faire des vidéos sur chaque quartier de Sydney. Ok. Les partager d'une certaine manière, la manière la plus authentique possible, c'est-à-dire avoir un peu des témoignages, des personnes qui vivent dans ces zones-là, des actes de la vie courante qui se passent dans ces zones-là. Elles sont très particulières. Sydney, c'est un peu une somme enfin, c'est plusieurs quartiers très différents qui forment une ville. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant. Maintenant, plus largement, je vais essayer de capturer les paysages australiens, la vie australienne sur la côte ouest, dans le sud, Tasmanie, côte est, le Bush, Nouvelle-Zélande. Là, c'est les grands axes que j'identifie aujourd'hui. Super. Tu penses rester 1 an en Australie ou plus? Est-ce que c'est la question difficile? Question très compliquée. Aujourd'hui, j'adore mon quotidien. Ouais. J'ai pas envie de m'en défaire. Donc, so far so good. Tout le monde dit, tout se passe bien. 1 an, c'est très bien. Peut-être que ça va pas être assez. Ah! Je fais un message je fais juste un coucou à la famille de Jamal. Je tiens à dire que je ne l'ai pas du tout poussé à dire cela. Non, mais c'est ce que je leur dis toujours. Ouais. Je leur dis, je vais essayer de revenir au bout d'1 an. Et du coup, ma mère, son réflexe, ok, tu reviens et tu restes. Tu vois? Oui, 2-3 semaines. Voilà. Et après, je pense y retourner. D'accord. Et donc, elle se dit... en fait, elle voit elle-même que ça a l'air incroyable. Ouais. Franchement. Elle se fait un avis elle-même et de base, elle disait mais non, je vais pas venir, c'est trop loin, etc. Un peu peur de l'avion, tu vois. Et au final, elle commence à envisager un voyage. Bah, je lui souhaite de venir pouvoir voir ton quotidien. Je l'espère. Ce sera incroyable. Bah oui, bien sûr. Écoute, Jamal, on arrive sur la fin de ce podcast et j'ai adoré partager cette conversation avec toi. Merci. C'était un plaisir, merci beaucoup Mel. Un plaisir de participer dans le podcast Fly with Mel qui m'a tellement aidé, qui m'a inspiré, parce que tu partages pas que l'aventure en Australie, mais aussi du développement personnel et des interviews avec des intervenants super intéressants. Donc merci beaucoup, c'est un honneur, franchement, je te le dis. Merci à toi, très ça sincèrement. Me touche beaucoup, j'ai pas les mots. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je pense que tu le sais toi aussi dans la création, t'es dans la création vidéo et tu partages tes vidéos. Moi je suis dans la création de podcasts. Et je pense que parfois c'est très compliqué parce que tu sais, t'as des moments où t'adores et t'as plein de bons retours, t'as des moments où tu sais plus trop où te placer, t'as des moments où tu te compares aux autres et tu te compares. Et du coup, ton message tombe à point nommé et merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode aura plu à beaucoup de monde. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un dernier truc à partager avant de partir? À toutes les personnes qui hésitent à faire un choix compliqué dans leur vie, qui est parfois risqué, faites-le, mais en mesurant ce choix-là. J'encourage pas à faire un choix démesuré, totalement risqué. Mesurez-le, mais souvenez-vous d'une chose, la vie, il faut la vivre, sans regret, et c'est en combinant la sortie de zone de confort, le choix mesuré, qu'on arrive à une vie sans regret. Complètement. Merci beaucoup, Jamal. Je vais inviter tous les gens qui ont écouté cet épisode à le partager si ça vous a plu avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et puis peut-être à liker sur Spotify le podcast Fly with Mel. Vous avez plein d'autres épisodes en français. Il y en a aussi en anglais si jamais vous êtes bilingue. Mais il y a plein d'autres épisodes en français sur l'Australie, mais aussi, comme disait Jamal, sur le développement personnel en soi. Si vous avez envie de trouver un petit peu plus votre mission sur cette vie, si vous avez un petit peu plus envie de vous découvrir, parfois c'est en écoutant les autres qu'on peut trouver de l'inspiration. Donc je vous invite à regarder le podcast, à le liker, à le partager au maximum. Ça m'aidera beaucoup. Et puis si vous avez envie de nous faire vos retours, vous pouvez me suivre moi sur mon compte Instagram Flywithmel et Jamal Igzou IGZOOW sur Instagram. Voilà. Et mettez les 5 étoiles sur le podcast. Surtout. Sur tous les épisodes d'ailleurs. Merci Jamal, à bientôt. À bientôt.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram FlyWithMel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.